première histoire, dont on va parler, ça s'appelle «L'effrayant cimetière du diable». Ça se passe en Russie. Ce n'est pas un cimetière à proprement, parler. D'ailleurs, j'ai des photos, je vous les montrerai, quand on aura terminé, de discuter de ça. Je vous montrerai les photos. Alors, donc c'est pas un cimetière, tel qu'on l'entend, hein, avec des tombes et des mausolées, ça n'a rien à voir. C'est juste une prairie. Mais c'est une prairie très particulière parce que elle prend la forme d'une clairière circulaire au milieu d'une forêt en Sibérie et une prairie aussi sur laquelle la végétation est rare. Les seules branches d'arbres qu'on peut y voir ont un air carbonisé. On y retrouve aussi des restes d'oiseaux, des restes d'animaux, mais ceux-ci pour une raison inconnue. Ça ne se décompose pas. Donc les restes restent intacts. Il n'y a aucun bétail qui ne vient dans cette prairie. Et les quelques humains qui vivent à proximité prennent bien soin de s'écarter de ce lieu-là. Cette prairie, en effet, est pas encourageante du tout et elle traîne avec elle une assez sale réputation parce que, comment? On a même du mal à la trouver sur Google Maps parce que c'est juste une tache au milieu un immense, massif forestier. Donc c'est une toute petite tache parce que quand on la voit comme ça en photo, ça a l'air immense. Mais quand vous regardez, de la hauteur, de toute la le massif forestier, que vous voyez toute l'ampleur, ça fait vraiment un tout petit rond. Et c'est pour ça qu'on a du mal à la retrouver. Cette zone se trouve dans un district en pleine Sibérie et c'est au centre de la Russie et au nord de la Mongolie. Il y a une toute petite localité à proximité, mais Krasnoярsk, alors excusez-moi pour la prononciation. C'est la ville principale et la ville principale est à 800 kilomètres. Comme il y a très peu de routes, bah, il faut environ 12 à 13 heures pour s'y rendre avec un véhicule. Et quant à la capitale de Moscou, elle est à environ 5000 kilomètres de cet endroit. Donc, c'est très loin. Et dans cette région-là, on considère cette zone comme étant l'endroit le plus effrayant de toute la Russie. Les gens l'appellent donc le cimetière du diable ou parfois la clairière du diable ou même la clairière de la mort. Donc c'est tout un programme, hein. La première mention qui a été faite de ce lieu remonte au début des années 1920. C'est un paysan du village Karamicheko qui a raconté récemment comment son grand-père, non, ça ne donne pas envie d'y aller, je suis d'accord, Audrey, menait un petit troupeau de wapitis dans le Tanga lorsqu'il est tombé par hasard sur cette prairie étrange. Sous ses yeux, il y a plusieurs wapitis qui se sont écroulés net au sol. Ils étaient chauds et brûlés. C'est pas reculé de tout comme endroit. Si, c'est complètement reculé. C'est vraiment reculé. C'est au milieu d'un massif, d'un immense massif. C'est pour ça que je disais qu'on ne pouvait pas le voir quasiment sur Google Maps parce que c'était d'apparence tout petit. Donc le wapiti, il était brûlant, euh, chaud et brûlé. Et
par la suite, ils ont déplacé le chemin pour contourner largement cette zone parce qu'il y avait un chemin qui menait à cette époque-là, donc dans les années 1920, qui menait jusqu'au site. Mais ils ont fait un chemin pour contourner largement la zone parce que les éleveurs craignaient que leur bétail ne meure à l'approche du site. Mais il y a eu quand même des mortalités massives chez les bovins des villages aux alentours. Donc, même en faisant un chemin qui passait sur le côté, eh bien, malgré tout, il y a eu pas mal de décès d'animaux. À la fin des années 1920, un expert en bétail s'y est intéressé donc à cette clairière. Et au centre de cette prairie, il y aurait une sorte de trou qu'on ne voit pas. Pourtant, sur les rares photos de l'endroit, on ne voit aucun trou. Et il a laissé tomber une corde à l'intérieur sur plusieurs dizaines de mètres, mais elle n'a jamais atteint le fond. Donc, en fait, il laissait courir la corde et c'est comme si la corde, elle n'avait, enfin, c'est comme si le trou n'avait pas de fond. Donc, c'est un trou sans fond. Il a donc, il a remarqué qu'il y avait des oiseaux morts qui gisaient pas loin de ce trou et que leur chair était d'une couleur étrangement pourpre. Certains, dans la région ont dit que, la peau même scintillait. Heu, j'ai pensé à ça, après savoir, mais c'est peut-être tout simplement un endroit où il y a eu un truc de réactivité, ça aurait fait un trou et la réactivité serait restée au fond et se serait mise tout autour. Mais ce qui est étrange, c'est que le gouvernement a inventé une sombre histoire de tombe de démons pour dissimuler, dissimuler, qu'est-ce que je raconte moi? Pour, dissuader donc la population, locale très superstitieuse pour justement que personne ne s'en approche. D'où le fait que tu parles d'enfer parce que c'est comme ça on l'appelle et c'était justement pour dissuader les gens d'y aller. Ce qui va terrifier les gens du coin, ben, c'est que dans cette clairière, il n'y a rien de vivant. Tout périt. Les plantes, les animaux, les gens, tout le monde. Mais c'est pas tout. Il faut aussi parler d'une centaine de personnes qui ont disparu dans la zone depuis les années 30. Donc 10 ans après la découverte de cette clairière et cette histoire de Wapiti, eh bien, il y a eu énormément de disparitions. Cela comprend au moins 3 groupes organisés. Le dernier en date est de 1992, donc c'est pas si loin que ça. C'était un groupe de touristes qui se sont volatilisés et n'ont jamais été retrouvés. Sans doute se sont-ils perdus ou est-ce qu'ils sont morts de froid? On ne le saura jamais. Ces disparitions ont eu lieu en grande partie entre les années 80 et les années 90, parce que le sujet a été abordé justement dans des revues russes et cela a vraiment attiré les amateurs de mystère parce qu'il y a eu des groupes organisés pour venir visiter le lieu, etc. C'était peut-être pas nécessairement des gens qui étaient prêts à se retrouver face à telle ou telle situation. Et ce qui s'est passé, c'est que on ne les a jamais retrouvés. Est-ce qu'ils sont décédés sur place? Alors, c'est ça la question. Parce que comme les animaux sont conservés intacts pendant très longtemps avant d'être décédés, avant d'être de se désagrégés, bah,
c'est possible que ça le fasse aussi avec les corps humains. Donc ce qui est étrange, c'est que le groupe suivant, quand il est retourné, comment ça se fait qu'ils n'ont pas trouvé des corps? Après, peut-être qu'ils sont tombés au fond du trou, qu'ils n'ont pas fait attention et qu'ils y sont tombés. Il faut savoir quand même que cet endroit-là est très difficile d'accès parce que pendant une courte période dans l'année, en raison du froid, donc du coup, bah, une fois sur place, il faut traverser toute la taïga et il y a des pentes raides qui sont couvertes de bouleaux et de tourbières. Et si par chance vous parvenez à vous y rendre, eh bien, les guides locaux refusent complètement de s'approcher de cette prairie à moins de 2 ou 3 kilomètres, ce qui est énorme. Donc, si vous allez pour visiter cet endroit et que vous y allez, vous devez y aller seul, donc sans les guides qui connaissent l'endroit, et c'est à vos risques et périls tout simplement. Soit vous faites demi-tour, mais il y a quand même eu quelques courageux qui ont fait des visites express et qui ont raconté qu'ils avaient développé des violents maux de tête, des nausées et une anxiété inexplicable. Est-ce que c'est dû à la légende du lieu? Est-ce que c'est dû au lieu lui-même? On ne le saura pas puisqu'on n'y a pas été. Et je peux mal y aller, ça je vous le garantis. En 1991, il y a une expédition qui est partie à la recherche donc de ce cimetière du diable. Et l'un des participants, Alexander Reinpel, a décrit la situation ambiante. L'aiguille de sa boussole s'était figée et pointait seulement vers le nord. Le soir, les personnes du groupe ont eu tout des picotements dans le corps complet. Certains ont eu des violents maux de dents et des maux de tête. Tout le monde se sentait mal et se sentait inquiet. C'est en début de soirée qu'ils se sont approchés de la prairie et ils avaient un poste de radio qui a crépité et puis qui s'est éteint. Ils ont donc préféré faire demi-tour. Donc vous vous en rendez compte qu'ils partaient en expédition pour aller sur le lieu et même pas encore arrivés qu'ils se sentaient déjà pas bien. Et quand ils sont arrivés vraiment sur place, quasiment à l'endroit, eh bien, ils ont eu plein de choses bizarres. Après, je sais que les boussoles, les radios, etc., ça peut être lié à des champs magnétiques, mais aussi à tout ce qui est, euh, allez, je le dirais 100 fois. euh, coucou, coucou Stella. Oui, sûrement qu'ils ont eu peur pour faire demi-tour aussi vite. Ils ont eu peur et ils se sont tous sentis mal. Ça me fait penser un peu au triangle des Bermudes, une sorte de zone où tu rentres et c'est vital. Oui, sauf que dans le triangle des Bermudes, euh, c'est en pleine mer, il n'y a pas de trou qui a été retrouvé, ou du moins, s'il y a des trous qui se forment, ça se referme après, puisque c'est sous l'eau. Mais c'est vrai que le coup de la boussole, le coup, des radios qui ne fonctionnent pas ou qui s'éteignent ou qui changent de station, oui, clairement, c'est vrai que c'est un peu le même style que le triangle des Bermudes, à ce niveau-là. Il y a eu encore des autres expéditions, présence élevée de fer, boussole, mais bon, oui, aussi. On ne sait pas en fait ce qu'il y a dans le sol. Je ne comprends pas pourquoi. Tu vois, Écho, c'est pertinent ce que tu dis. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a été analysé un petit peu l'endroit et je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas relevé de la terre dans une éprouvette pour faire une analyse, aller un petit peu plus profond. Autant faire les choses bien si tu y vas.
Après, c'est vrai que sur le dans le triangle des Bermudes, ils le disent aussi, hein, que la boussole ne fonctionne plus, les radios sont coupées, heu et pourtant là, c'est pas une question de faire, c'est autre chose. Donc il y a des choses qui restent mystérieuses, je pense, et qu'on n'arrive pas à savoir le pourquoi du comment. Il y a eu 2 autres expéditions qui ont été montées, par le groupe de recherche, Phénoménon, et ils n'ont pas eu plus de succès. À chaque fois qu'ils s'approchaient de la prairie, tous les équipements, téléphone, radio, caméra, tout tombait en panne, et ils n'ont pas pris le risque donc du coup de continuer. Forcément, vous n'allez pas vous aventurer dans un endroit où vous n'avez pas de radio, où vous n'avez pas de téléphone, où vous n'avez pas de boussole, où vous n'avez pas la possibilité de filmer. Et s'il y a quelque chose qui réagit, ben, il faut au moins pouvoir filmer. Et le téléphone, ben, c'est important aussi, une radio aussi, de pouvoir contacter. Apparemment, là-bas, on n'a pas envie d'y rester pour de longues analyses, c'est sauf qui peut. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est comme si l'endroit, en fait, il se mobilisait pour repousser les intrus. Ils ont juste trouvé les ruines d'un vieux moulin à eau dans la forêt, le long d'un cours d'eau, mais ils n'expliquent pas la présence de ce moulin à eau euh, si loin du village parce qu'il ne sert à rien. Et apparemment, ce moulin aurait été construit dans les années 20, justement au moment où le phénomène a commencé. Il y avait donc quelqu'un dans le coin à cette époque-là qui habitait par là. Coucou Miaomix, comment vas-tu? Ça, c'est bizarre tout ça. Quel serait le lien entre un moulin à eau et ça? Alors, il y a des explications quand même, malgré tout, dans des documents qui ont été déclassifiés par l'Académie sibérienne des sciences. Ils ont avancé l'hypothèse que la mort des plantes et des animaux pourrait être due à des oscillations acoustiques à base de fréquences et de chocs sismiques, sans pour autant qu'il y ait des preuves ou des mesures scientifiques à ce style de phénomène. Les fréquences, on connaît ça, on connaît les fréquences. Vous savez que on en a parlé il n'y a pas encore si longtemps que ça. On en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, justement, de tout ce qui était hausse et haute et basse fréquence. Bah non, c'est bizarre, il y en aurait partout sinon. Pas nécessairement, pas nécessairement. Regarde, tu peux être dans un lieu et avoir des fréquences plus basses. Aller dans un lieu juste à côté et avoir des fréquences plus élevées. Tout dépend de ce qu'il y a en dessous. Tout dépend aussi des invisibles que tu as autour de toi, parce que eux aussi, ils peuvent monter les fréquences et diminuer les fréquences d'un lieu. D'ailleurs, même nous, êtres vivants, on fait tout pour remonter nos fréquences. D'ailleurs, vous êtes nombreux, et je vais rebondir là-dessus parce que c'est par rapport à la vidéo que j'ai postée hier. Vous êtes nombreux à dire: «Ah mais moi, je n'ai plus envie de sortir de chez moi. Aller faire mes courses, c'est super pénible, c'est angoissant, les gens sont stressants». Tout ça, c'est des questions de fréquence.
parce que, en fait, l'ambiance autour de nous, elle est super lourde et c'est encore, vous savez, quand on vous envoie tout le temps plein de négativité, que vous voyez tout le temps des choses négatives, on vous dit il y a la guerre par là, il y a la guerre par là, il se passe ça là, il se passe ça là, le président va faire ça et le président va faire ça. Et toute la journée, vous ne voyez que ça. Si vous restez là-dedans, que vous ne prenez pas un... Parce qu'il faut savoir, il faut quand même s'informer. Mais il faut s'informer de choses vraies déjà. S'il y a des choses qu'on vous envoie, voilà, des good vibes, exactement, Echo. Si on vous envoie tout le temps de la négativité et que vous ne faites pas sortir ça, que vous gardez ça au fond de vous, c'est pas bon. C'est pas bon et vous allez faire descendre votre taux vibratoire et votre fréquence. Et votre voisin aussi, et celui d'après aussi, et celui d'après aussi. Et c'est ainsi que l'on crée des égrégores de négativité. Euh, Pendant le Covid, la Terre avait recensé un taux vibratoire extrêmement bas. Depuis, il a remonté. C'est ça, il faut rester positif. C'est-à-dire qu'il faut être conscient de ce qui se passe, il faut accepter ce qui est en train de se passer et accepter qu'on ne reviendra pas dans le passé et que ça ne changera pas. Il faut être conscient donc et se dire, bon, bah, s'il se passe ça, je ferai ça, anticiper. Mais ne pas rester focalisé là-dessus et se dire, ah, mais ça se trouve, demain, il va y avoir une guerre, j'ai ramassé une bombe sur ma tronche et je serai mort. Ou voilà, tout ce style de choses qui viennent dans vos pensées, eh bien, c'est pas bon. Donc, il faut que vous arriviez à vous informer et à rester en retrait et les accepter. Parce que, justement, si vous n'acceptez pas les choses qui sont en train de se passer, il y a un moment où ça va coincer. Parce que vous allez être mis face à la situation et vous allez être obligé de l'accepter de toute façon. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous aurez fermé les yeux tout le temps et vous allez dire, ah non, moi je veux pas savoir ça. Je veux rien savoir. Non, 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 je veux rien savoir. Je veux pas m'angoisser, je veux rien savoir. Mais le jour où ça sera pile devant vous, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez déprimer, vous allez vous sentir super mal. C'est bien dit ça, merci Rico. Donc voilà, donc c'est pour ça, en fait, je dérive, hein. C'est parce qu'on parlait des questions de fréquence et c'est très important à ce niveau-là. Donc, après cette explication qui fut longue, excuse-moi Lily, j'ai compris tout ça, mais l'histoire du cimetière de l'enfer, là, comment c'est renfermé dans une zone comme le triangle des Bermudes, c'est sous la terre. On abordera le, la terre creuse, même si cette théorie reste une théorie, comme celle de la terre plate, on l'abordera. Mais si la terre est creuse, il peut y avoir des galeries sous terre. Nous avons quand même des grottes qui sont assez profondes. Donc voilà. Alors, ce qu'il dit, oui, c'est comme une zone. Je vais vous montrer les photos quand on aura terminé de parler de cet endroit-là. Ce qui est dit sur les oiseaux, donc que la peau scintillait, pourrait faire penser à une contamination, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, à une contamination radioactive. Par exemple, la chute d'un missile à cet endroit. Mais apparemment, on n'y aurait enregistré aucune radioactivité. Le gouvernement soviétique, manifestement, n'appréciait pas les curieux et a procédé à cet endroit à quelques petits tests. Et si oui, bah, lesquels depuis les années 1920? Parce qu'il n'y a pas vraiment de choses qui sont... Vous savez, il y a des pays où il y a des choses qui doivent rester secrètes et qui doivent rester dans les pays.
Depuis les années 1980, Victor Zuralev, qui est un professeur de physique et de mathématiques, membre du département sibérien de l'Académie des sciences de l'URSS, a suggéré qu'un feu de charbon souterrain brûle en permanence sous le cimetière du diable. En cas de manque d'oxygène, eh bien, la combustion du charbon s'accompagne de l'émission de gaz de monoxyde de carbone incolore et inodore qui empoisonnerait tout ce qui est organisme vivant, ce qui pourrait expliquer les maux de tête, les maladies signalées sur place. Mais est-ce que cela expliquerait cette forme ovale de la prairie? Et surtout, cela ne permet pas de comprendre pourquoi tous les instruments tombent en panne et aussi les disparitions dans cette zone. Alors, c'est vrai que cette théorie-là, elle est extrêmement intéressante. Parce que si au fond de ce trou, tout au fond, il y a une combustion de charbon permanente, clairement, bah, ça fait du monoxyde de carbone, bien évidemment, et ça peut rendre les gens malades, d'où les migraines, les sensations de malaise, les sensations de vomissement, les animaux qui meurent comme brûlés. Le fait qu'il soit chaud et rouge, bon, tout ça, c'est OK. Tout ça, cette théorie-là, elle tient la route, sauf pour les instruments qui tombent en panne. La radio, les téléphones, la boussole, etc. Ça, c'est pas possible. Il y a aussi une autre théorie qui est aussi intéressante, qui relie le cimetière du diable à la chute de la fameuse météorite de Tunguska en 1908. On sait que cette année-là, il y a un corps céleste qui s'est écrasé dans la taïga, en Sibérie et qui va détruire de vastes zones inhabitées. Alors, c'est possible qu'un morceau de cette météorite aurait pu s'écarter de sa trajectoire et venir frapper cette portion de la région en créant cette mystérieuse prairie aux propriétés très particulières. Cela aurait pu déclencher à cet endroit une altération du champ magnétique qui pourrait expliquer aussi les maux de tête des visiteurs, la mort des animaux, des plantes, le fait que les instruments électroniques se détraquent. Selon des archives de l'Académie, la sinistre clairière se trouve quand même à 400 kilomètres de l'endroit où la météorite a explosé et où les premières histoires sur la prairie ont commencé à circuler en 1920. Et durant toutes les années 1920, donc soit plus de 12 ans après l'écrasement de la météorite, bah, il y a seulement eu des témoignages bien longtemps après, puisque de 1908 à 1920, il y a toutes ces années qui se sont écoulées et où il n'y a jamais eu d'explication, il n'y a jamais eu le fait d'être confronté à ce style de choses. Or, ce qui est bizarre, c'est que s'il y avait vraiment eu ça, alors cette possibilité-là, elle est tout à fait rationnelle et elle expliquerait tout de A à Z. Mais comment se fait-il que ça a commencé seulement en 1920, alors qu'elle est tombée en 1908? Ça aurait dû commencer avant. Après, peut-être que c'est parce qu'ils ne sont pas tombés sur la zone avant, ça c'est possible, que dans le ciel, bien parce que c'est tombé à 400 kilomètres du lieu, certes, mais c'est possible que ce se soit cassé dans le ciel
avant même de percuter la terre et que ben, il y a un morceau qui soit tombé à cet endroit. C'est possible. Ça aurait pu faire un trou et on ne sait pas ce qu'il y avait dans cette météorite. La première expédition scientifique sur place date seulement de 1927. J'ai un lac ici, le lac de Pavin. J'ai été avec mon mari et une amie. On a fait le tour, pas un bruit, végétation à certains endroits morte, envie de dormir, de vomir, maux de tête. Ce lac a une légende. Ah, le lac de Pavin, c'est ça que tu dis? Je ferai des recherches là-dessus, je vais le noter. C'est en France, je suppose, c'est en Auvergne. Ah, c'est magnifique. Ah oui, c'est vrai que c'est complètement désert. Les baignades y sont interdites, d'ailleurs. Il est magnifique. Euh, c'est vraiment magnifique. On y fait du ski, apparemment. Je creuserai un peu ça. Merci, Miao Mix. C'est en Auvergne, le lac de Pavin. Très bizarre le ressenti. Je sais pas si... Moi, j'ai vu que ça marquait Auvergne, Auvergne, Rhône et Alpes, Massif central. J'en ai jamais entendu parler. Pourtant, Dieu sait si j'étais en Auvergne, moi, avec mes parents. Sans fond le lac. Oui, c'est un peu comme ici, le, le trou sans fond. Je parie que Ryan, il a été voir. C'est désert de ouf. Après, je vous montrerai les photos du lieu dont on est en train de parler. Oui, tu vois vraiment aux alentours, c'est des plaines, mais complètement désertes en effet. Le ressenti, c'est un ressenti de mal-être mis au mix. J'avais jamais entendu parler, je regarderai. Je vais approfondir le sujet. Merci beaucoup. Il y a tellement de lieux étranges et avec des histoires qui ne sont pas expliquées que voilà. Donc du coup, le cimetière du diable est un endroit extrêmement sinistre, mortifère et mal connu, qui existe réellement et qui pourrait être une sorte de passage vers l'enfer, comme le disait Ryan. C'est ce que les gens du coin racontent et ils ont même mis des statues en bois pour dissuader les gens de s'y rendre. Il semblerait que certains entrepreneurs sans scrupules aient mis un pied sur pied même un faux cimetière du diable à proximité du vrai, qui réclamerait une fortune aux touristes pour atteindre cet emplacement, qui n'est autre que une simulation. En fait, ils auraient reproduit quasiment le même système, sauf qu'ils auraient tout retiré, tout déboisé, etc., pour attirer les touristes. Et après, ils auraient tout remis, enfin, au fur et à mesure, ils auraient tout nettoyé. Alors, euh, les photos. Attendez, il faut que je zoome déjà et puis que je les mette là. Il faut que... Attendez, parce que c'est toute une organisation de mon écran, de mon deuxième écran. Faut que je fasse glisser ça ici. Voilà, je ne vois plus vos commentaires le temps d'un instant. Attendez, hop, voilà. Comme si
il ne fallait pas bouger, une force invisible. On s'est dit, il y a un truc qui ne va pas, limite. On ne se rappelait pas, c'est arrêté. Ah ouais, d'accord. Bon, attendez, je vous passe sur le truc, comme si on nous empêchait de partir. Ouais, c'est vrai que c'est interpellant. Alors, on va là. Voilà. Je vais vous les agrandir un max. Voilà, c'est comme ça. La photo suivante, je vais vous les agrandir à chaque fois. Vous voyez, ce sont des branches d'arbres complètement mortes, hein. Ce qui est étrange, c'est que, vous voyez, on voit les arbres et vous allez voir la forêt. Voilà. Voilà ce que ça fait dans la forêt. Donc, vous avez toute la zone ici et tout le tour, ce sont des massifs. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est tout petit en fait. Par rapport au massif complet qu'il y a, c'est tout petit. Et là, vous le voyez sur Google Maps, quand vous faites des recherches, eh bien ça, c'est toute la forêt boisée et ça, c'est le tout petit trou que vous avez dans cette forêt. C'est un peu comme ton truc Miao Mix, sauf qu'il y a de l'eau au milieu. Est-ce que, allez savoir si certains de ces endroits ne sont pas reliés, ça, on le saura peut-être, hein, mais plus tard. Voilà, ça c'était les photos du lieu, de ce lieu-là. Bon, attendez, il faut pas que je ferme, il faut que je revienne en plein chat, il faut que je remette ça là. Voilà. Coucou Carpaccio, ça va et toi? Oui, c'est étrange, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec vous. Travaille pas aujourd'hui? Non, non. Ah bah c'est très bien, ça te fait un peu de repos. C'est une bonne chose. J'ai droit à de vacances ou c'est trop demandé? Ah mais oui, c'est vrai, il y a eu les vacances. Mais je savais pas que tu prenais des vacances en septembre. Tu aurais pu les prendre en juillet ou en août. Une semaine. Ah bah tu vois, t'as pris comme moi, une semaine. Non. Bah, après, en septembre, c'est bien aussi, hein. Après, si t'as du temps comme aujourd'hui, c'est de la pluie, de la pluie, de la pluie. Mais après, je pouvais pas sur les... Ah oui, c'est vrai. Oh, moi, je les oublie tout le temps, les JO, hein. Je n'y pense jamais. Chaque fois, on me dit, ah mais oui, mais il y a les JO. Ah oui, c'est vrai. Et il y a encore les JO, mais c'est les JO, c'est un nom, hein, mais je n'ai pas retenu, j'avoue. Mais il paraît, d'après ce que j'ai compris, il paraît que les endroits, les restaurants, les commerces, etc., n'ont pas gagné plus que du contraire. J'avais regardé une vidéo de Merci, pas olympique, merci beaucoup. J'avais regardé une vidéo de Akram Junior et c'était une vidéo où c'était sa story, je ne sais plus. euh, et il parlait avec des commerçants du coin parce qu'il connaît des commerçants sur place. Et que ce soit restaurateur ou magasin, beaucoup se plaignaient de ne pas avoir plus, ils avaient même moins puisque tout était barricadé. Donc voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Je m'en serais bien douté.
Ça ne se vendait pas, alors les prix se sont vite effondrés. Ouais, ben c'est ça, hein. C'est ça, je me doute. Je me doute bien. Et encore, nous, on n'est pas loin des sites. En plus, donc imagine-toi ceux qui sont loin. Mm. Et ouais, oui, ceux loin, ils ont douillé, je crois. Ouais, il y en a, ils ont vraiment douillé. J'aurais pu te dire c'était où, hein, mais je sais bien que c'est aussi des commerçants de luxe, hein, c'était des commerçants de luxe, dont un qui vendait des parfums, etc. Eh bien, ils buvaient le bouillon de culture, hein, et les restaurants apparemment aussi, dans cette zone-là. Donc, je sais pas où c'était situé, hein, par rapport au GIE. Ah là là. Alors, l'histoire suivante dont on va parler, c'est Clinton Road. C'est une route dite maudite. Euh, il y a des dossiers inexpliqués qui ont été enregistrés au niveau de la chaîne BTLV, consacrée justement aux routes maudites, et il y a eu des extraits qui ont été adjoints. Il y a des photos, si j'ai aussi des photos à vous montrer. Et ce qui se passe, c'est que lorsque l'on pense qu'il y a des lieux maudits, on pense toujours à des édifices complètement clos, comme des ponts, des châteaux, ou alors des sites naturels, des lacs, des forêts, des montagnes, comme on vient d'en parler là maintenant avec Miao Mix et avec celui là-bas en Russie. On y vient, c'est dans le New Jersey, c'est aux USA. Mais on ne parle pas beaucoup de tout ce qui est voie de circulation. Pourtant, certains chemins, certaines routes, certaines autoroutes ont vraiment une mauvaise réputation. Et sur ces routes des États-Unis, vous avez la Clinton Road. Cette route est située donc dans le New Jersey, à West Milford, dans le comté du Passé. Lorsque une grosse quinzaine de kilomètres, une grosse, euh, situé à une grosse quinzaine de kilomètres du nord au sud, et Clinton Road est tout ce qu'il y a de plus normal. C'est une route tout à fait normale en apparence. Elle n'est pas considérée comme particulièrement dangereuse, ou c'est une rue aussi à accident, hein. Il y a bien des virages un peu plus risqués que les autres, qui s'appellent d'ailleurs la courbe de l'homme mort, mais on n'y enregistre pas d'accident. Clinton Road doit également sa notoriété au fait qu'elle détient un feu de circulation le plus long de tous les États-Unis. À son extrémité sud, au croisement de la route 23, les usagers doivent attendre 5 minutes en tout. Clinton Road, donc vous imaginez que vous devez attendre 5 minutes pour passer au feu. Et les planificateurs ont sacrifié Clinton Road au profit de la route 23, afin justement de minimiser les embouteillages aux heures de pointe. Vous vous rendez bien compte que déjà, quand on attend 30 secondes à un feu rouge, il y a déjà des files, mais alors imaginez bien 5 minutes. Au-delà de cette anecdote, cette route du New Jersey est en fait réputée pour d'autres raisons. Il s'y produirait, semble-t-il,
toutes sortes de phénomènes étranges qui, au fil des années, ont forgé une sale réputation à cette route. Et c'est pour ça que cette route est surnommée la route la plus hantée des États-Unis. C'est tout un folklore qui est rattaché à cette route et il faut dire qu'elle traverse une partie assez sauvage et peu habitée du New Jersey, une sorte de grande tache verte au milieu des zones urbaines. Et il suffit de regarder aussi sur Google Maps pour s'en rendre compte. Il n'y a pas de village, il y a quelques riverains ici et là, et c'est tout. Parcourir Clinton Road surtout la nuit, c'est une certaine manière de quitter provisoirement la quiétude rassurante de la civilisation. En tout cas, il y a plein de rumeurs qui circulent et on dit que le long de la route ont lieu des rassemblements de sorcières, de confréries satanistes et même du Ku Klux Klan. Il est vrai qu'il y a existé tout près de Hunts Pond, à l'est de Clinton Road, un étrange édifice. C'est le Cross Castle. Il est bâti dans les années 1907 par un retraité richissime du nom de Richard James Cross, qui a fait ça pour sa femme et ses 3 enfants. Cet édifice de 40 pièces est tombé en ruine plus tard au XXe siècle, parce que il a été partiellement détruit par un incendie. Il est devenu une destination prisée par les randonneurs, par les adolescents en quête d'émotions fortes, aussi par les enquêteurs du paranormal, et c'est un endroit isolé pour faire aussi la fête. Parce que vous avez des jeunes qui aiment bien se mettre dans un coin très très grand. Vous imaginez ce qu'est 40 pièces. Hein. Euh, Il n'y a qu'une partie qui a été brûlée, donc le restant est complètement isolé. Et du coup, il y a des jeunes, ils peuvent s'installer dans une pièce, faire la fête, etc., sans déranger qui que ce soit, vu que c'est complètement reculé. Il se passerait des phénomènes étranges à l'intérieur et près du site de ce château, et des visiteurs seraient saisis de convulsions ou auraient des visions troublantes. Sur les murs intérieurs du château, il y a des symboles qui apparaissent de temps à autre, des symboles bien évidemment sataniques, sinon ce serait pas marrant. Coucou ma choupie. Notamment dans des parties qui sont hors d'atteinte des visiteurs. En fait, ce qui se passe, c'est que si ça avait été euh, un endroit facile d'accès pour dessiner ces symboles, on aurait dit, ah, c'est des gens qui viennent les dessiner. D'ailleurs, il y en a plein dans les lieux abandonnés régulièrement. Euh, et ce qui se passe, on se dirait, les symboles, ils sont dessinés et puis ils sont effacés par des personnes. Sauf que là, où c'est fait, eh bien, c'est hors d'atteinte. Donc, il n'y a pas d'explication pourquoi ces symboles apparaissent et disparaissent. C'est considéré comme une nuisance par les autorités et les ruines du château ont donc été rasées en 1988 par le service des eaux de Newark, mais il demeure encore possible d'accéder bien évidemment aux fondations du château par un chemin. Il n'y a pas de souci, choupi. Un autre édifice attire les curieux, c'est le Clinton Furnace, ou au croisement de Clinton Road et de Old School Road. Certains, trompés par cette mesure en pierre conique, l'ont pris pour un temple druide
où les druides locaux pratiqueraient des rituels secrets qui ne devraient pas être vus par le commun des mortels. C'est une pure légende, bien entendu. En réalité, il s'agit des restes d'une ancienne fonderie de fer construite en 1826 et les autorités du New Jersey l'ont fait inscrire comme étant un monument historique. De nos jours, le Clinton Furnace est protégé par une clôture afin d'empêcher les curieux de trop s'en approcher et même de s'y blesser. Pour les gens de cette région, Clinton Road serait l'endroit où la mafia locale, excusez-moi, viendrait se débarrasser de corps de ses victimes. Cette réputation non attestée proviendrait d'une seule affaire criminelle, sordide et authentique qui s'est déroulée en 1983. Explication de cette histoire. Cette année-là, en mai 1983, un cycliste qui arpentait la route découvre un corps humain après avoir aperçu un vautour en train de s'agiter dans l'un des bois qui bordent Clinton Road. L'autopsie va révéler que l'homme est décédé d'un acte criminel et, chose étrange, on découvre des cristaux de glace dans les vaisseaux sanguins qui irriguaient son cœur. Ses organes internes se sont également décomposés plus lentement que sa peau et les médecins légistes ont conclu que le corps a été gelé après sa mort pour faire croire aux enquêteurs qu'il est décédé plus tardivement que dans la réalité. La victime a été identifiée, bien évidemment, comme gravitant autour des activités de la mafia du comté de Rockland, et l'enquête mène finalement en 1986 à l'arrestation d'un homme originaire du New Jersey, surnommé The Iceman, qui avoue être l'auteur du crime. Ça m'ennuie, je glisse tout le temps. Côté paranormal, c'est pas triste non plus, parce que entre les prétendues apparitions de fantômes et de créatures étranges, eh bien, il y a une histoire que l'on raconte le plus souvent. C'est celle d'un mystérieux pick-up noir qui surgit la nuit. Il prendrait la chasse les automobilistes isolés en leur faisant des appels de phare et en essayant de les expulser de la route pour finalement disparaître comme par magie. Il y a un film là-dessus, je ne l'ai jamais vu, je ne me rappelle plus du titre, je l'ai vu plein de fois. C'est un camion, c'est un vieux film hein, des années 80, 80 ou 90, mais je pense que c'est dans les années 80. Et ce camion poursuit les automobilistes et puis disparaît, je pense qu'il disparaît ou il tue ses victimes, je sais plus. Mais je sais qu'il y a il y a un film là-dessus, mais je me souviens plus du titre, hein, j'ai oublié. Dans le même genre, on raconte le phénomène du fantôme d'une Camaro, encore une voiture, qui sillonnait la route toute la nuit, pilotée par une jeune fille qui serait morte écrasée en 1988. Une simple mention de la fille ou de la Camaro, excusez-moi, la nuit, en roulant sur Clinton Road, est censée déclencher la manifestation paranormale. Donc si vous passez par là, ben, vous pourrez toujours essayer. Oui, je connais, mais je me rappelle plus du titre. Oui, c'est un vieux film, hein, mais j'arrive plus non plus à me rappeler du tout du film. Il y a même personne, on voit personne au volant. Ouais, je l'ai vu aussi, mais je me rappelle plus du tout. Autant il y a des films, tu vois, où j'ai retenu les titres et tout, mais là, je me rappelle plus. Je sais que c'est un vieux film.
Ouais, ben voilà, le titre, euh, quand j'ai fait ma recherche, je me suis dit, ah, mais ça me dit quelque chose, ça, il y a un film là-dessus, mais je me rappelle plus, et j'ai eu beau chercher dans mon esprit. J'ai même été regarder dans mes films, parce que comme j'ai plein de films, je dis, bah, je vais peut-être regarder, peut-être que je vais les trouver par hasard dans les vieux films, mais c'est Duel? Non, je pense pas. Je pense pas que c'est ça. Euh, Film avec un camion qui pourchasse une voiture. Euh, il y a Duel, oui. Ah, on dirait que c'est ça, oui. Il y a Duel, il y a... attends. Il y a Duel, il y a Boulevard de la Mort. Ouais, mais c'est peut-être Duel. Steven Spielberg. Je pense que c'est celui-là. Ce serait bien ça, Stella. C'est possible que ce soit ce film-là. J'avais pas dans ma tête que que c'était ce titre-là, mais de Spielberg, c'est fort possible que ce soit ça. Je ne connais pas. Après, si c'est sorti, pour moi, c'était dans les années 80 que je l'ai vu, mais si c'est sorti dans les années 1973, c'est normal que tu ne connaisses pas vraiment. Boulevard de la Mort, c'est un film aussi qui déchire. Oui, c'est aussi. Oui, ça, je l'ai vu aussi. Donc, ce qui se passe, c'est que sur cette route très spéciale, il est aussi question de créatures hybrides, étranges, de chiens de l'enfer, de singes qui auraient été vus la nuit. Il se pourrait qu'il y ait une explication rationnelle de ça. C'est que tout près, il y a un parc d'attractions qui a été fermé dans les années 1976, ouais, non, je ne sais plus. Vous m'embrouillez avec 1976, voilà. Dont une partie des animaux auraient pu fuir dans les bois et donc se reproduire en se croisant avec des espèces locales, ce qui aurait donné de nouvelles espèces. Il n'en demeure pas moins que certains voyageurs dans la région rapportent avoir vu sur le bord de la route des gens habillés bizarrement qui regardent simplement ceux qui les voient et ne parlent pas. Parfois, ces personnes disparaissent ou ne sont apparemment pas vues par tous les témoins. Donc, vous pouvez vous balader sur la route et dire: «Oh, regarde!» Et puis, votre voisin à côté de vous, «Mais qu'est-ce que t'as vu? Il n'y a rien du tout.» Voilà. Il y a un autre spot paranormal, ce serait l'un des ponts traversés, celui que l'on a baptisé le pont de l'enfant fantôme. Le fantôme, donc dit fantôme en question, serait celui d'un garçonnet qui s'y serait noyé alors qu'il nageait sous l'eau et qui serait tombé alors qu'il était assis sur le rebord du pont. Donc il y a deux versions. Soit il s'est noyé parce qu'il nageait sous l'eau, soit il s'est noyé parce qu'il est tombé du pont et il était assis sur le bord du pont. Il a quel âge déjà, Ryan? Qu'à lui demander, choupi. La légende voudrait que si on jette une pièce dans la rivière en contrebas à minuit, cet enfant la renvoie dans la minute. Dans certains récits, les témoins affirment avoir vu le petit garçon. Dans d'autres, le fantôme pousse le témoin dans l'eau si elle ou lui regarde au point précis du pont. Bref,
ce n'est pas forcément un endroit où stationner longtemps pour faire un pique-nique. On est bien d'accord. Après, tout dépend hein, des gens. Hein. Si vous tombez sur une folle comme moi, pourquoi pas. Enfin, parmi les histoires que l'on raconte, figure aussi celle des fantômes du lac perdu au milieu de la forêt, qui est accessible en 45 minutes à l'est de Clinton Road par un sentier de randonnée. Une nuit, alors qu'il campait avec des amis près de Terrace Pond, un homme fit la rencontre de deux gardes forestiers. Peu après, il apprit que les hommes en question qu'il avait croisés étaient deux gardes forestiers décédés accidentellement dans ces années-là, sur cet endroit-là, en 1939. Donc voilà. Donc les photos. Je vais vous montrer les photos. Attendez. Clac, je vous glisse là. Euh, Attendez, où est-ce que j'ai mis les photos de cette route? Ah ben elles sont là. Voilà. Hop, je vais ouvrir ça. Mais pourquoi ça s'ouvre toujours sur mon écran ici? Attendez, hein, je vais vous les agrandir. Voilà, ça, ce sont les inscriptions qui ont été faites sur la route. C'est une route complètement banale, hein, voilà. Vous voyez, ça c'est de nuit. On dirait une route en Belgique. Il y a autant de trous sur la route que chez nous. Regardez-moi ça, les trous et les bosses. Ça, c'est où c'est situé. Voilà. Vous voyez la route ici. Voilà. Encore des photos de la route. C'est une route très banale, hein, en pleine forêt. Ça, ce serait le fameux pick-up qui serait vu. Des nids d'autruche, c'est trop petit pour des mini de poules. Oui, c'est ça, ben, c'est comme chez nous. Alors, ça, c'est une carte avec la longueur, vous voyez, de la route ici. Ça, c'est le fameux pont sur lequel l'enfant était sur le bord et serait tombé dans l'eau, ou il aurait nagé sous l'eau et il se serait noyé. Et si vous lancez une pièce, il vous renvoie la pièce, dans la légende. Hein. Ça, c'est le fameux château dont je vous parlais tout à l'heure, où il y a des signes qui apparaissent sur les murs. Si vous zoomez un peu, on peut les voir. Vous voyez, là, il y a des sigles en noir. Attendez, je vais zoomer encore plus. Voilà, là, je suis à fond. Il y a des sigles et c'est pas vraiment accessible pour aller les faire. Après, avec une échelle, pourquoi pas, mais bon, faut avoir le goût du risque. Hein. Et ça, c'est le lac donc, où on accède. Où le monsieur a rencontré les deux gardes forestiers qui étaient décédés en 1939. Ça, c'est le fameux bon, ouais, triangle, on va dire ça. Non, c'est pas un triangle, mais le fameux endroit où il disait que il y avait les rendez-vous avec les druides et que ça c'était un genre de d'endroit qui montrait que c'était des druides qui étaient derrière et vous pouvez voir il y a même tous des arbres tout aux alentours et c'est ce monument-là qui a été classifié tout simplement.
Et encore une photo de la route, ben on est revenu au début. Voilà. Et je suis con, j'ai fermé mon dossier et j'avais encore des photos à vous montrer après. Bravo. Maintenant, j'ai plus qu'à rechercher mes photos. Non, c'est pas là. Attendez, hein, je reviens vers vous. Je vais avoir vos commentaires dans 5 minutes. Ah, mais non, mais c'est pas là que j'ai fait ça, moi. Attendez, hein, je suis là dans 30 secondes. Hop, voilà, on y est. Ça y est, c'est bon. Je suis à vous comme la sardine est à l'huile. C'est flippant, c'est flippant. Oui et non, oui et non. Alors, nous passons à l'histoire suivante. Euh, L'histoire suivante, c'est de Meadow Project, où se trouve le nouveau Skinwalker Ranch. Il existe ou il existerait sur Terre des zones de haute étrangeté et ces territoires insolites, parfois mal connus, parfois surmédiatisés, font l'objet d'une fascination permanente, tant ils abonderaient en phénomènes inexpliqués, mais aussi en manifestations paranormales. Et cette curiosité euh, pique toutefois davantage le grand public avide de sensations que le monde scientifique, dédaigneux de ces histoires extraordinaires, souvent assimile ça à des histoires, à des fariboles. On connaît tous certaines de ces zones, comme la zone 51, dont on a déjà parlé dans le Nevada, de la zone du silence au Mexique, du col de Vence en France, de la vallée d'Esdalen en Norvège, et ce qui se passe au Skinwalker Ranch dans l'Utah a vraiment fait les choux gras au niveau du milieu du paranormal, conférant sur ce site une réputation semi-légendaire. C'est en tout cas ce qu'affirme James Trey Hudson dans son livre Meadow Project, paru tout récemment dans les années 80. Il est auteur donc de ce livre et il possède différentes cordes à son arc parce qu'il est aussi opérateur radio amateur, secouriste, sauveteur, plongeur de combat, ainsi que spécialiste certifié en gestion des urgences militaires. Mais en l'occurrence, et cela c'est vraiment ça qui nous intéresse, au premier chef, Dubson est aussi le directeur fondateur de l'Oxford Paranormal Society euh, et du groupe d'études d'observation des phénomènes anormaux. À ce titre, il se passionne depuis très longtemps sur le phénomène du Bigfoot. Il s'est initié aux techniques de perception extrasensorielle censées permettre à une personne d'accéder à des informations ou à des événements éloignés dans l'espace ou dans le temps sans avoir de contact direct avec eux. Bref, on est loin du sceptique et on est plutôt en face d'un homme très ouvert d'esprit
sur le monde invisible. C'est un monsieur qui me ressemble. Les histoires sont les suivantes. Il y a d'abord la découverte de la prairie. Lors de ces rencontres au milieu des années 2010, Hudson entend parler d'un endroit un peu particulier, situé dans une zone reculée d'un parc national américain, dans lequel il se passerait des phénomènes étranges. On lui parle d'observations d'ovnis, de la présence de Bigfoot, d'anomalies magnétiques encore, et intrigué, il réunit autour de lui une petite équipe composée d'anciens combattants, euh, des gens aussi d'opérations spéciales ou de renseignement, d'agents de force de l'ordre, d'ingénieurs et d'employés du gouvernement, d'infirmières, d'auxiliaires médicaux. Dans le livre, coucou Caro, comment vas-tu? Seul l'auteur est dévoilé, tous les autres sont anonymes, donc c'est juste un prénom et des initiales. Même si les photos de l'équipe ne masquent guère leur visage, tous ensemble et à chaque fois, une équipe est légèrement différente et quelques pièces sont rapportées. Ils vont donc effectuer plusieurs séjours entre 2015 et 2019 dans cette zone qu'ils vont baptiser de Meadow, Meadoy. Je suis naze. C'était aujourd'hui ta sortie avec ton équipe que tu avais 2h30 de route à faire? Parce que si t'es naze, ça ne m'étonnerait pas du coup. Non, non, c'est jeudi. Ah ben ça promet alors, ma pauvre Caro. Les séjours en camping dans le cadre du Meadow Project font l'objet d'une logistique quasi militaire. On s'y prépare des semaines à l'avance, on emmène du matériel d'observation de plus en plus sophistiqué et on essaye d'appliquer des techniques d'enquête perfectionnées. Chaque passage donne lieu à des comptes rendus précis parce que la petite tribu n'est que rarement déçue. Lors de chaque sortie, eh bien, ils vont être témoins d'incidents incompréhensibles, comme des distorsions temporelles et visuelles, des apparitions d'entités, des observations fugaces de cubes volants, de boules de lumière flottantes qui semblent les suivre, des murmures venus d'ailleurs, etc., etc. Il s'en passe énormément la nuit dans ce coin perdu des États-Unis. Le livre est en fait une compilation de toutes ces expéditions avec une tentative d'aller un peu plus loin en fin de son ouvrage. Sur le plan littéraire, c'est un livre banal. Hudson n'est pas un écrivain, il n'a pas de style. Ses descriptions sont plates, taillées à la serpe et dénuées de tout sentiment. Le traducteur français a dû s'arracher d'ailleurs les cheveux tant il y a de redondances et de phrases totalement hasardeuses. Mais on n'est pas là pour faire dans le bucolique. En effet, il excelle en revanche de rapports qui ressemblent, plein de procès-verbaux. On voit son expérience dans l'armée avec la description précise de qui fait quoi à chaque moment. Une fois que vous êtes connecté au livre, votre imagination va faire le reste. 22h22. Moi, j'ai 23 maintenant. Si vous avez l'esprit un peu rigoureux et critique, eh ben, vous vous dites que malgré l'accumulation de faits insolites, eh bien, il n'y a à peu près rien qui ne puisse pas être expliqué rationnellement ou pas, tout simplement.
En tant qu'historien de l'étrange, eh bien, on est étonné de deux choses. Les actes manqués et incompréhensibles à plusieurs reprises lors des explorations de la prairie, comme l'oubli d'appareils majeurs, les enregistrements mal effectués ou le fait de passer des membres de l'équipe seuls à un endroit et que, comme par hasard, il va leur arriver des trucs étranges. C'est une histoire qui n'est pas du tout classifiée parce que les tests ont été faits en dépit du bon sens. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, on décide d'aller en forêt. Nous sommes quatre. Je vous donne un exemple, hein. Nous sommes quatre et nous prenons du matériel pour faire une enquête. On dépose le matériel à un endroit, on se met à deux, et il y en a un qui va tout au bout du chemin et qui n'a rien pris. Pas de caméra, rien du tout. Il va lui arriver quelque chose, mais il n'a aucune preuve de ce qui est arrivé vu qu'il n'a rien filmé. Eh bien, en fait, c'est ce qui se passe. Ils vont mettre des personnes à des lieux bien dits, bien précis. Et ce qui va se passer, ben, c'est que tout simplement, ben, à ce moment-là, il n'aura pas de matériel pour enregistrer ou faire quoi que ce soit, et il va se passer quelque chose. Et du coup, bien évidemment, ben, c'est pas vraiment fiable. Non, c'est un bot, Choupi. Mais les bots au jour d'aujourd'hui sur Twitch ont la possibilité de répondre. Donc, ce qui est un peu embêtant, c'est que on n'a pas vraiment de choses concrètes, hormis ce qu'il explique dans son livre, mais il n'y a pas vraiment de preuves à la pluie. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Si vous voulez savoir où se trouve Meadow, donc ce fameux endroit, eh bien, selon Hudson, la localisation précise est gardée secrète à ce jour au vu de protéger le site de toute visite inopportune. L'auteur veut bien partager ce qui s'y serait déroulé, mais il ne veut pas qu'on piétine la prairie avec un pique-nique. Euh, c'est un peu bizarre parce que clairement, s'il y a des choses étranges qui se passent dans cette zone, pourquoi ne pas laisser les autres personnes y aller afin d'obtenir leurs propres preuves si lui, il n'a pas pu avoir les preuves dont il voulait? Ou alors, est-ce que son livre est juste le fruit de son imagination ou de l'imagination des personnes qui l'accompagnaient? Donc, à partir des indices qu'il a donnés dans le livre, eh bien, on peut retrouver cette zone, mais il faut faire une observation attentive pour localiser la zone avec les formes du terrain quasiment identiques et aux cartes sommaires qui figurent dans le livre parce que oui, il a utilisé des cartes. Donc, quelque part, il donne des indices. Coucou Marion, comment vas-tu? Donc voilà, cet endroit-là, je pense que j'avais pris des photos. J'avais pas pris des photos. Ah si, voilà, j'avais pris quelques photos en effet. Euh, Attends, si j'ai ma souris qui bug. Alors, j'en ai pas des masses. Alors, ça, ce serait la carte du lieu.
Voilà. C'est la carte qu'il y a dans son livre. Donc, où il donne des indices avec la flèche du Nord. Après, il y a d'autres cartes dans son livre, hein. Bah, ça, c'était lui, sans grand intérêt. Et ça, c'est son livre de Meadow Project, James Trey Hudson. Donc, si ça vous met en marge de lire le livre et de vous y intéresser au cas où vous voudriez avoir des indices ou comprendre vraiment ce qui est dit, eh bien, vous pouvez le lire. L'avantage, c'est que tu dépenses pas pendant ces temps-là. Ça devrait m'arriver à moi de temps en temps. Je suis en train de ranger, d'essayer de trouver ma CB garée chez moi depuis plusieurs semaines. Mais décidément, t'as pas de chance, toi. Tes clés de voiture, ta CB. Et pour finir, t'as jamais retrouvé tes clés de ta voiture? C'est possible. Je vous mettrai les photos hein, dans le Discord, ne vous inquiétez pas. Je mettrai tous les articles et je vous écrirai tout ça dans les articles de blog. Et je vous mettrai toutes les photos de chaque histoire pour que vous puissiez aller fouiller et fouiner. Et l'histoire suivante est la disparition d'une famille. Et au jour d'aujourd'hui, on se demande ce qui lui est arrivé. Comme d'habitude, hein, Stella. Je remets toujours tout dans le Discord. Au moins, ben, vous êtes sûr de pouvoir retrouver ce que vous cherchez ou si vous voulez faire vos propres recherches. Ça va, je peux payer avec mon téléphone, mais pour faire le plein, c'est compliqué. Heureusement qu'il me restait un chèque car je roulais sur la réserve. Ah ouais, chez nous, le problème, tu vois, c'est que les paiements par appli, moi, ça m'est déjà arrivé d'oublier mon sac. Oh, j'ai un tout petit sac, hein. Pour les personnes qui sont déjà venues avec moi, Caro ou Nancy ou quoi, j'ai un sac, il n'est pas plus grand que ça. Il laisse la place à mettre les cartes, le porte-carte, donc le téléphone derrière, et j'ai un truc pour accrocher mes clés, et basta, je le pends à moi, et c'est bien suffisant. Eh bien, ça m'est déjà même arrivé de l'oublier, de partir comme ça, et puis d'arriver au magasin, oh non, j'oublie ma carte, j'oublie mon sac. Et si je veux payer avec l'appli, ben, ça ne fonctionne pas nécessairement partout. Par exemple, au Carrefour, ils ne l'ont pas mis. Donc j'avoue que ça peut être embêtant. Après, je ne sais pas comment fonctionnent vos banques, mais ce que moi j'ai fait par souci de prévoyance, c'est que quand j'ai ouvert mon compte en banque, ils m'ont demandé, vous voulez une carte ou vous en voulez deux? Et comme j'avais déjà eu des problèmes de carte bancaire, de trucs qui ne passaient plus, quoi, j'ai dit, je veux bien une deuxième. Donc du coup, j'ai deux cartes. J'en ai une qui est en place et une que j'utilise. Le jour où il y en a une qui rend l'âme, eh bien, j'en ai une deuxième. Voilà. Prévoyance jusqu'au bout. Très professionnelle, cette Lily. Non, non, pas du tout. Je suis assez méticuleuse, c'est vrai, mais peut-être pas encore assez. Alors, donc cette histoire est une famille qui a complètement disparu. Mes deux cartes, c'est trop trop bien. Moi, le Crédit Agricole me propose rien. Alors, figure-toi que mon mari, j'avais été il avait été pour ouvrir son compte. Lui, il en a eu qu'une. On ne lui a pas proposé. Moi, quand j'ai été, c'était une personne différente et on me l'a proposé. Donc j'ai dit oui. Il m'a dit, t'es plus belle qu'une autre, t'as droit à deux cartes et pas moi. Il faut que vous demandiez, je pense.
Après, je sais pas si les cartes elles sont payantes chez vous, mais bon, on ne sait jamais. Après, vous pouvez en utiliser une que pour les achats à l'extérieur et en utiliser une que pour vos achats internet. Surtout que si je dois faire opposition pour en avoir une deuxième, ça me saoule, car j'ai une nouvelle qui arrive en novembre et surtout, j'aurai un nouveau code à apprendre. Oui, après, tu peux changer ton code, hein. Si c'est payant, les CB, ben voilà. Nous, c'est si tu les perds, c'est payant, mais les premières sont gratuites quand tu ouvres ton compte. Donc voilà. Alors, cette histoire se déroule en Californie et ça s'est passé en mi-août 2021 et les autorités sont arrivées à une conclusion officielle, mais complètement, qui n'emporte pas complètement l'adhésion. Donc c'est assez compliqué comme histoire. Alors, c'est l'histoire d'une nounou de la famille qui est inquiète de trouver le domicile inoccupé le 16 août 2021. Donc c'est pas loin, hein, c'est assez récent. Elle ne va pas voir revenir ses employeurs partis en randonnée la veille et elle va donc avertir les autorités de la police qui ne tardent pas à ordonner des recherches dans la forêt de Sierra, dans le nord de la Californie, non loin du célèbre parc des Yosemite. C'est en effet une zone, oh, je dois éternuer, c'est horrible, une zone sauvage que John Guéric, 45 ans, et son épouse Hélène, 30 ans, et leur fille d'1 an, Aurélia, ainsi que leur chien Husky, un croisé Akita australien de 8 ans, sont censés faire une très longue balade. Mais normalement, ils auraient dû être rentrés le 15 août en soirée. Il n'était absolument pas prévu qu'ils passent la nuit dehors, d'autant que euh, ils avaient leur bébé avec eux et que John était supposé travailler le lendemain. Donc ce qui va se passer, c'est que le 16 août, les policiers vont repérer leur véhicule abandonné au départ d'un chemin de randonnée près d'une forêt. Et le lendemain, le 17 août, les secours localisent le couple, leur bébé et le chien dans une zone appelée Devil Quiche, le ravin du diable. Encore, Ryan. Ils se trouvent à environ 2,5 km de leur véhicule. Ils sont tous décédés. Selon le San Francisco Magazine, ou Chronique, je ne sais plus, c'est un des deux, l'homme est en position assise à côté de son enfant et du chien, tandis que la mère se trouve un peu plus haut, sur la colline. Le shérif du comté, Jérémy Brice, va déclarer au journal: Vous arrivez sur place et tout le monde est décédé. Il n'y a pas de blessure de balle, pas de flacon de médicaments, pas un seul indice. C'est le mystère complet. Apparemment, la famille avait achevé la majeure partie d'une grande boucle de 12,8 km environ avant d'être terrassées. Les victimes n'ont pas pu lancer un appel au secours car cette zone est privée de couverture téléphonique. Ah si, hein, toute la famille. Ils étaient originaires d'Angleterre. John était un ingénieur informatique qui avait travaillé pour Google en 2006, d'abord dans des bureaux londoniens, puis à San Francisco. Et récemment, l'un de ses amis est voisin à Mariposa. Il travaillait pour Snapchat et son épouse Hélène venait quant à elle de Californie du Sud
Avant sa grossesse, elle travaillait comme professeure de yoga et suivait des études pour devenir conseillère en affaires familiales et matrimoniales. Lors de la pandémie, on s'en souvient, il s'était mis à faire du télétravail et en mars 2020, ben, le couple a tout simplement quitté San Francisco pour venir s'installer à 200 kilomètres plus ou moins de Mariposa, un endroit tranquille et sain pour élever un enfant. Avant la naissance de leur fille, John et Hélène appréciaient sortir, assister à des événements, etc. Mais là, ils voulaient juste être à la campagne et pouvoir faire des randonnées, se promener en plein air, etc. Leur nouvelle région d'habitation leur convenait donc à merveille parce qu'ils étaient proches de tout ce qui était marche et camping. De manière générale, eh bien, ce couple adorait le plein air. Ils étaient des randonneurs aguerris. Ils étaient même membres du site alitrail.com et ils avaient de nombreuses randonnées recensées sur son profil. Donc, c'était pas quelqu'un qui ne s'y connaissait pas, c'était pas quelqu'un qui partait à l'aventure et qui s'est dit: «Ah, ben, je vais faire une randonnée avec ma famille et puis on verra ce qui arrivera». Non, ils connaissaient tous les deux d'ailleurs, aussi bien elle que lui, ils connaissaient les risques des randonnées, les choses qu'il y avait à faire en cas euh, de, de, de choses mortelles ou de dangers mortels potentiels. Donc, ils étaient aguerris. Et bien vite, ce qui va se passer, c'est que les investigations vont piétiner. Les autopsies ne donnent rien, les analyses toxicologiques non plus. Et rapidement, on va éliminer la drogue, l'alcool, le poison, parce qu'il n'y a aucun indice. Euh, Ils ne sont pas morts étouffés ou noyés, ils n'ont pas non plus été foudroyés. Le père a été retrouvé assis avec sa fille dans ses bras et leur mort a l'air d'être sereine. Il dit lors de la découverte des corps, donc l'inspecteur, que le couple était en possession d'eau, ce qui écarterait bien évidemment la déshydratation. Parce que si vous avez de l'eau sur vous, ben, vous buvez, c'est tout. Mais de quoi sont-ils morts alors? Ce couple de randonneurs, leur bébé et même leur animal de compagnie. Parce qu'il y a aussi ce chien qui décidait. L'eau était empoisonnée. Non, si l'eau avait été empoisonnée, on aurait retrouvé du poison dans leur sang. Or, ils n'étaient pas empoisonnés. Celle de l'accident n'est pas envisageable tant que les corps ont été retrouvés en parfait état, sans contusion, sans fracture. L'endroit où on les a retrouvés n'était pas particulièrement dangereux et il n'y a pas de coups, de morsures ou possibilité d'agression externe par un humain ou par un animal. La rumeur d'un tueur en série qui sévirait dans la zone, donc, va s'éteindre aussitôt. La thèse du suicide semble également improbable parce que rien ne laisse supposer que le couple voulait mettre fin à ses jours et puis il n'y a aucune trace de médicaments qui peuvent expliquer comment ils sont morts. C'est là qu'il va avoir une hypothèse qui va être émise, c'est le monoxyde de carbone. Si on écarte toutes les pistes, il reste celle mettant en jeu l'intervention d'un agent extérieur. Et du coup, on va penser au monoxyde de carbone qui aurait pu s'échapper d'une mine désaffectée. Pourquoi pas? C'est possible. Mais les enquêteurs en ont trouvé une à 3 kilomètres du lieu où ils sont morts, mais rien n'indique
que la famille se soit aventurée de ce côté-là. De ce type d'intoxication ça intervient donc dans un espace clos, à l'intérieur d'une cavité, et pas vraiment dehors où il y a de l'air qui circule euh, librement. Et puis, il aurait fallu que le monoxyde de carbone soit... Enfin, s'ils étaient décédés tout près de la mine, on aurait pu se dire, bah, c'est arrivé vraiment tout près. Mais là, c'est pas le cas. Là, on retrouve quand même les personnes décédées à 3 kilomètres. Donc, s'ils avaient été empoisonnés, ben, c'est sur place. Après le monoxyde de carbone, un autre coupable potentiel apparaît, des toxines dégagées par les algues bleues, qui prolifèrent dans les cours d'eau voisins. Une alerte aux algues bleues avait d'ailleurs été lancée dans cette même zone un mois auparavant, avec une mise en garde contre toute baignade dans ce coin-là. Ces algues sont en fait des cyanobactéries qui peuvent se développer dans des milieux aquatiques déséquilibrés par de fortes concentrations d'ozone ou même de phosphore, souvent sous l'effet d'une forte chaleur. Euh, il aurait fallu, mais s'ils auraient pu être empoisonnés, mais alors ils seraient décédés tout près. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, justement, où on parlait à la première histoire du site du diable, où là, tu vois, la clairière du diable, où il pourrait y avoir potentiellement du monoxyde de carbone, parce que justement, s'il y aurait une mine de charbon qui chauffe tout le temps, eh bien, ça peut en dégager non-stop. Donc, quand tu te retrouves sur le site, ben, t'en avales, mais tu décèdes sur place. Et du coup, ça expliquerait que les animaux décèdent sur place. Mais là, si ça avait été empoisonné au monoxyde de carbone, ils n'auraient pas encore fait 3 kilomètres et puis hop, ils seraient décédés là. C'est étrange. Donc, l'eau présente une concentration très élevée de toxines, du coup, et elle est capable de rendre gravement malade ou de tuer des animaux ou même des humains. Le problème, c'est que ces toxines sont très violentes, voire même mortelles, et elles disparaissent rapidement de l'organisme et deviennent quasiment indétectables. Ce qui est bizarre, c'est que cette famille était habituée aux sorties en pleine nature et ils ne seraient pas tombés dans le piège de boire de l'eau de la rivière. Ils avaient de l'eau sur eux. Mais un autre scénario se dessine, celui dans lequel le chien s'est peut-être immergé dans l'eau et une fois au dehors, il se serait secoué et il aurait projeté des particules de toxines sur toute la famille. Est-ce que c'est suffisant comme preuve? Ben, il n'y a pas vraiment de réponse parce que ce qu'il y a, que l'on se pose comme question, c'est le fait que la peau a une protection qui n'est pas très élevée, donc c'est une hypothèse. Des analyses toxicologiques ont été menées sur les victimes et l'autorité de contrôle de la peau de Californie a d'ailleurs procédé à des prélèvements sur le cours d'eau pour détecter la présence de toxines pouvant être responsables de ces décès. Jusqu'à nouvel ordre, on recommande de se tenir toujours éloigné de ces algues et de l'écume et de ne pas laisser les enfants et les animaux toucher à l'eau de cette partie du continent. Mais la conclusion au final n'est-elle pas celle attendue? Une conférence de presse alors a mis une conclusion liée aux algues bleues. Le shérif du comté semble mettre un terme aux interrogations le 21 octobre 2021. Lors d'une conférence de presse, les causes du décès seraient en fait l'hyperthermie et une probable déshydratation.
Il dit ça alors qu'avant, tout a été annulé parce que comme ils avaient de l'eau, ben, ils n'auraient pas pu être déshydratés. S'ils avaient eu soif, ils étaient des experts, ils auraient bu. Les randonneurs auraient commencé leur marche alors qu'il faisait une température agréable de 24 degrés, mais au fur et à mesure de leur progression, la température aurait atteint 39 degrés et le mercure aurait même fait une pointe près des 43 degrés. De plus, cela vient contredire ce qui avait été annoncé donc en août lors de la découverte des corps parce que la famille avait n'avait pas épuisé ses réserves d'eau. On a même retrouvé une gourde ainsi qu'un biberon. On apprendra cependant que la rivière contenait donc le niveau élevé d'algues bleues, mais de toute évidence, ben, les victimes n'ont pas bu l'eau de la rivière, ils avaient de l'eau. Euh, pour eux, ce serait la chaleur qui aurait tué le couple, le bébé et le chien, dans une zone dépourvue d'ombre depuis les incendies de 2018. C'est rare, concède quand même le shérif du comté. C'est la première hyperthermie mortelle dont il est témoin après 20 ans de carrière. C'est étrange, on ne peut pas réfuter en bloc l'explication officielle donnée par les autorités locales après plusieurs mois d'enquête, mais effectivement, une chaleur excessive peut tuer l'hyperthermie, cette augmentation anormale et dangereuse de la température de corps au-delà de la valeur sainte, c'est 37 ou 37 degrés 5 chez l'homme, et elle est provoquée par l'accumulation de la chaleur issue de l'environnement. La chaleur du soleil, bah, canicule par exemple, ils auraient fait un effort intense, mais c'est quand même bizarre puisqu'ils étaient assis. Mais même pas, ils étaient, oui, en promenade, oui, certes, mais là, ils étaient assis. La chaleur, je suis un peu sceptique, moi aussi. Ils vont donner comme histoire en disant que ce serait 700 personnes environ qui seraient mortes par la chaleur aux États-Unis et à partir d'un relevé sur des périodes de 2004 à 2018 et sur les 700 cas, la chaleur serait une cause directe dans 59% des cas. Ils vont parler de facteurs de maladies cardiovasculaires, d'overdose, de coma, etc. Ce qui est bizarre, ils ont tous eu un malaise cardiovasculaire. Le chien, le bébé, le monsieur et la dame. En 2017, 3 hommes plutôt jeunes étaient décédés dans l'Hérault à cause de la chaleur, avaient rapporté aussi à cette époque-là Ouest France. C'est vrai que moi je me rappelle que cette année-là, il a fait extrêmement chaud. Personne n'avait pris de drogue, les deux adultes étaient a priori en excellentes conditions physiques. Ils avaient fait un effort plus modéré qu'intense. Si on peut craindre pour la vie du bébé et du chien plus vulnérable, comment deux adultes entraînés peuvent-ils mourir de la même cause presque au même moment? Ça donne des frissons quand même d'y penser. Comment des randonneurs expérimentés, comment ils ont pu partir et se trouver sans eau, soi-disant, sur un parcours de marche qui prend environ 4h30, surtout avec un bébé et avec un chien. On a peine à imaginer qu'ils aient juste emporté un biberon aussi. Pourquoi la version officielle sur ce point a-t-elle changé entre la découverte des corps au début et le rapport final 2 mois plus tard?
Le couple Guérit est-il si mal au point qu'aucun des deux n'a été en mesure de parcourir 2,5 kilomètres en guise pour chercher leur voiture et pour aller chercher des secours? Parce que ça aussi, c'est faux. Si vous êtes avec quelqu'un qui fait un malaise, vous allez les parcourir vite fait, vos 2,5 kilomètres. Vous allez prendre votre voiture, vous allez tout faire pour aller chercher de l'aide et vous n'allez pas laisser votre bébé et votre animal là tout seul. Quels ont été le scénario et la chronologie du drame? Mari et femme n'ont-ils pas, n'ont pas été retrouvés au même endroit? Qui est mort le premier? Est-ce le décès du bébé qui a déclenché une sorte de panique chez les parents? Ceux-ci, affolés et accablés par la chaleur, auraient tous les deux fait un arrêt cardiaque, mais dans l'intervalle du temps indéterminé, mais rapproché. Les guérites sont-ils morts rapidement ou pas? Pourquoi le couple s'est-il séparé? Hélène grimpe à la colline. A-t-elle tenté d'aller chercher de l'aide pour son mari, son bébé, son chien, qui était déjà inconscient? Qu'on donnait l'analyse des téléphones portables, même s'ils n'avaient pas de connexion, peut-être que les guérites, s'ils en ont eu le temps, auraient envoyé un message rédigé ou un SMS non envoyé, expliquant ce qui leur arrivait. Mais rien. Si vous vous sentez pas bien, même si vous savez que il y a pas, que peut-être ça ne s'enverra pas, vous allez quand même essayer. Un chien, ça court vite et ils sentent quand il y a quelque chose, les animaux. C'est ça. Sur le nombre de ces points, la police n'a donné aucune information. Il y a un doute sur la version officielle, c'est en réalité au niveau de la responsabilité qu'elle induit. En effet, si la famille est morte de déshydratation parce qu'elle n'avait pas assez d'eau et qu'elles sont engagées dans une promenade trop risquée, seule leur responsabilité est mise en jeu. En revanche, si la famille est décédée suite à un agent extérieur, ben, la responsabilité du parc national pourrait être engagée pour n'avoir pas assez dissuadé les randonneurs de se rendre sur cette zone menaçante. C'est ça. En tout cas, en France, je sais que ça marche. Chez nous, ça marche aussi. Mais aux États-Unis, je ne sais pas si ça fonctionne. Mais il doit sûrement avoir des trucs d'urgence en cas où vous êtes abandonné, où vous n'avez pas de réseau. Il doit y avoir sûrement quelque chose. Si dans nos petits pays, à nous, ça existe, pourquoi ça n'existe pas? Pourquoi on n'a pas retrouvé un à l'aide, un SMS, au secours, venez nous aider, on est à tel endroit, mon mari se sent pas bien, ou ma fille se sent pas bien, ou ma femme se sent pas bien, que soit. Voilà. Le dossier est clos et l'enquête ne sera jamais réétudiée. Aujourd'hui, en 2024, elle est toujours telle qu'elle est. Donc, c'est-à-dire sans réponse. Une attaque extraterrestre. Oui, mais quand bien même il y aurait une attaque extraterrestre, comme tu dis, on devrait retrouver, on aurait dû retrouver des traces aussi. Oui, c'est ça, l'enquête a été bâclée. Ou alors, il y a quelque chose qui n'a pas pu être dit. Il y a peut-être eu un indice qu'ils n'ont pas voulu laisser paraître, ou quelque chose de louche, ou quelque chose de malsain, je ne sais pas. Très étrange cette histoire. Ben, c'est ça, les randonneurs, ils doivent être au courant, surtout qu'ils étaient aguerris, donc
C'est très intriguant. Cette histoire est la plus intrigante, je dirais, avec la première. C'est ça, on dirait que tout est étouffé. Je suis d'accord avec toi, Echo. Bien sûr, Miao Mix. Partout ça, partout. Je suis quand même sidérée. J'ai monté mon fauteuil et au final, même en étant plus haute, mais je ne suis pas plus haute à l'écran. Oui, Caro, t'inquiète pas. De toute façon, nous après, on va faire le raid et puis voilà. Repose-toi bien. Des gros bisous. Je t'ai envoyé, ceci dit, les photos de ce que tu m'as donné. De ce que tu m'as demandé plutôt. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Oui, fais de beaux rêves, Caro. Repose-toi bien. Après, je ferai, ça je t'expliquerai demain, mais je ferai ce que je peux parce que je ne suis pas censée savoir lequel je vais attraper. C'est toujours ça le problème. Donc voilà, il est 23 heures, nous avons terminé. Après ça, Miao Mix, comme j'en parlais il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, voilà, c'est ça. Euh, de toute façon, moi, je vais attraper le noir et blanc parce que il arrête pas de venir pleurer à la porte et il ne sait pas où aller. Sa mère ne s'occupe plus de lui et son frère ou sa sœur, je sais pas, s'est fait tuer en face sur la route. Donc, on va essayer de l'attraper. Quitte à chercher une famille après, hein, mais on ne pourra pas le laisser. Avec plaisir, Echo. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Lundi, on se retrouve pour un live sur l'ésotérisme, normalement. Je ne sais pas encore sur quoi ça consistera. Mercredi, on fera du gaming. Merci, Caro, c'est gentil. Mercredi, on fera du gaming. Ne partez pas, on va faire le raid, on va aller chez Simia. On fera du gaming. Vendredi, ben, on fera comme d'habitude du paranormal ou de l'ufologie. Ou on parlera peut-être de la Terre creuse et de la Terre plate. J'ai fait un sujet là-dessus. Donc on parlera peut-être de ça. Puis samedi, on fera la lecture. Et puis le dimanche, eh bien, on fera sur Discord. Voilà. Ainsi, euh, je mettrai le programme dans le Discord de toute façon. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vous. On se retrouve lundi. Des bisous. Je vous passe sur le truc de fin. Restez pour le raid, s'il vous plaît. Merci beaucoup.